À la une ce soir, la reprise de la campagne sucrière 2017. Au nom de l'intérêt général, les planteurs de la CUMA à venir ont finalement libéré les entrées de Gardel-au-Moule et de Béron à Sainte-Rose. Ils espèrent néanmoins obtenir gain de cause avec une nouvelle méthode. Et une grande partie de l'archipel était plongée dans le noir hier soir. Près de 100 000 foyers privés d'électricité. La cause, un défaut électrique. Il a occasionné l'arrêt des deux principales centrales de production. Les précisions dans ce journal. Et le collectif 500 Frères contre la délinquance prend de l'ampleur en Guyane. Plusieurs centaines de manifestants ont répondu à leur appel à défiler dans les rues de Cayenne aujourd'hui. Rassemblés devant la préfecture, ils réclament des mesures concrètes pour éradiquer la violence qui gangrène leur département. Élu de pouvoir à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, le président du MEDEF, Bruno Blandin, refuse de légitimer le nouveau président de la CCI, récemment invalidé. Colette Coury s'insurge. Henri Nagapin est notre invité ce soir. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Après des débuts difficiles, la campagne sucrière 2017 a repris son cours aujourd'hui. Les adhérents de la coopérative CUMA à venir ont finalement renoncé à bloquer l'usine de Gardel ainsi que le centre de transfert de Sainte-Rose. Une décision prise dans l'intérêt général de la filière selon les représentants. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Afin de ne pas pénaliser la filière, la CUMA à venir a décidé de débloquer l'entrée des usines. Une décision qui fait suite à la rencontre entre planteurs et Liguacan, motivée aussi par la colère au sein des autres CUMA. Nous avons eu une réunion avec notre base hier soir et donc la décision qui a été prise, c'est de ne pas barrer. Nous sommes montés à Gardel ce matin pour parler avec ceux qui étaient... Leur chariot était rempli de cannes et les cannes des planteurs, parce que c'est des planteurs aussi qui étaient là. Et donc, on leur a dit, voilà, nous, pour le moment, on n'a pas obtenu quoi que ce soit, mais pour ne pas pénaliser aucun acteur de cette filière, on a dit qu'on laisse la liberté à l'usine de peser les cannes, jusqu'à nouvel ordre. Une demande de rencontre a été adressée au préfet de région pour obtenir non seulement des réponses, mais aussi un délai pour mettre de l'ordre dans toute cette affaire. Je ne sais pas, je ne peux pas donner de délai aujourd'hui parce que ce sera malheureusement à l'approbation du préfet. On lui dit déjà merci des fois de nous avoir permis qu'on puisse l'avoir au téléphone. Et donc on va le remercier encore de prendre nos doléances pour cette rencontre qu'on souhaite. On va le remercier encore à l'avance si on arrive à faire cette récolte-là. C'est ce qu'on demande, un délai, malgré le fait que nous avons justifié notre présence, nous justifions notre présence sur cette récolte-là, mais nous demandons juste un délai pour faire cette récolte-là, et puis après on verra. Donc ce délai-là, monsieur le préfet, s'il vous plaît, on vous le demande. Dès ce matin, planteurs et usiniers se sont remis à la tâche, en espérant que la campagne pourra se poursuivre dans les meilleures conditions. Pour la CUMA à venir, le combat continue. Et à Marie-Galante, le dossier de la canne suscite une nouvelle polémique. Indigné de ne pas avoir été consulté pour la signature de la nouvelle convention qui a permis le lancement de la campagne sucrière, les maires de Capesterre et de Grandbourg ont fermé leur mairie aujourd'hui. Une protestation soutenue par le maire de Saint-Louis, Jacques Cornano. Les élus locaux tiennent d'ailleurs en ce moment même une conférence publique à Grandbourg pour expliquer leur position à la population concernant ce dossier. Et beaucoup d'entre vous ont certainement été surpris hier soir de se retrouver dans le noir complet. À 22h15, un incident sur le réseau électrique de la Guadeloupe a occasionné une perte de production sur les deux centrales principales, celle de Jarry et celle du Moule. Résultat, plus de 100 000 foyers ont été privés d'électricité. Un accident rare, mais qui ne devrait pas susciter d'inquiétude selon EDF Archipel Guadeloupe. On écoute d'ailleurs le chef du service système électrique. Il est interrogé par Isabelle Hameau. À la centrale de Pointe-Jarry, on a perdu 6 groupes, et à la centrale du Moule, on a perdu 2 groupes, et le réseau s'est mis en protection. Et donc, il y a eu un délestage, donc une perte de clientèle, et le réseau s'est donc mis en sécurité, et cette protection a permis justement de conserver l'alimentation d'une partie de la clientèle et de reprendre le service rapidement. Pour relancer le service, les groupes, ils ne sont pas arrêtés, ils sont ce qu'on appelle îlotés, c'est-à-dire que ils se sont mis en protection, ils tournent toujours, mais ils n'alimentent pas la clientèle. Et quand on estime que les conditions sont réunies, à ce moment-là, on les fait
à nouveau débité sur le réseau électrique. On ne peut pas parler de blackout parce qu'il y a quand même toute une fraction de la clientèle qui n'a pas subi l'incident, tel que les hôpitaux et tel que donc une portion quand même relativement importante de la clientèle qui n'a pas subi d'incident. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'incident généralisé. Et dans le reste de l'actualité, l'enquête se poursuit après le décès de Philippe Berchel dans le crash de son avion à Petit-Bourg. Les enquêteurs du bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation sont à pied d'œuvre. Il s'agit de faire la lumière sur les circonstances exactes du drame. S'agit-il d'une panne technique, d'une erreur humaine ou d'un suicide? Aucune piste n'est écartée. Selon les proches de Philippe Berchel, la villa ne lui était pas inconnue. Un élément qui est exploité en tout cas avec prudence. Des images signées Isabelle Hameau. Et en Guyane, une initiative citoyenne prend de l'essor, celle des 500 frères contre la délinquance. Ce nouveau collectif entend aider les forces de police à endiguer le phénomène de l'insécurité en Guyane. Leur message, en tout cas, semble trouver une certaine résonance auprès de la population. Aujourd'hui, plusieurs centaines de manifestants ont répondu à leur appel à défiler dans plusieurs communes du département. Reportage, Jonathan Lariot. C'est une foule habillée de noir qui manifeste dans les rues de Cayenne. Nous banquer ça, le slogan est clair pour la population, descendue dans les rues à l'appel du collectif des 500 frères. Je pense que c'est une prise de conscience aujourd'hui de toute la population. Il fallait le faire, il fallait le faire pour montrer à la population, montrer aux élus et les hommes politiques que ça ne va pas. En Guyane, rien ne va. C'est toute la Guyane qui est concernée. Je suis concerné pour moi, ma famille, les enfants et puis tous les jeunes de Guyane. C'est avec force que les mots résonnent sur le chemin jusqu'à la préfecture de Cayenne. Arrivé devant le siège de l'État, la population n'a pas sa langue dans sa poche. On est chez nous, nous sommes chez nous, Dieu n'a pas fait nous chier. Après une quinzaine de minutes d'attente, le préfet consent enfin à recevoir les 500 frères. Tout ce qui se passe dans le pays là, je ne pense pas que quelqu'un n'est pas visé. Oui, mais tout le monde, il ne peut être que derrière nous. Une réunion qui se tiendra dans le secret entre les différents acteurs de la sécurité guyanaise et les manifestants. Même le maire de la ville de Cayenne n'y est pas convié. Ils se font passer pour des avocats des maires, mais je pense qu'il aurait été intéressant que nous soyons présents, même si, sans prendre la parole, moi, c'était pas du tout le but de prendre la parole, c'était simplement parce que j'ai horreur des réflexions rapportées, je voulais entendre les réponses de monsieur le préfet, c'est tout. Là, ils vont nous rapporter ce que monsieur le préfet a dit, et ça ne veut pas dire que je vais les croire. Si les possibles solutions restent floues, le combat pour plus de sécurité en Guyane ne fait que commencer. Et les 500 frères l'assurent, ils seront sur le front. L'unité du patronat local en Guadeloupe pour gagner l'élection à la CCI n'est plus qu'un lointain souvenir. Après l'annulation du scrutin, l'ancienne présidente Colette Coury est sortie de sa réserve pour mettre en cause la position du responsable du MEDEF Guadeloupe, Bruno Blandin, qui refuse de légitimer le nouveau président. Henri Nagapin lui-même récemment est validé à la tête de la chambre consulaire par le tribunal administratif de Basse-Terre. Henri Nagapin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de votre invitation. On aimerait savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Que se passe-t-il? Expliquez-nous avec Bruno Blandin qui vous accuse, je le cite, d'user de pratiques autocratiques non respectueuses des lois et des réglementations. Que se cache-t-il derrière ces accusations? Est-ce que Bruno Blandin veut votre place? Est-ce qu'il a un autre nom en tête? Il fait partie de la même liste. C'est quand même assez incroyable. Ou est-ce tout simplement son refus d'une influence de Colette Coury encore au niveau de la chambre consulaire? Je pense que vous avez très bien résumé les choses. C'est pas très élégant. C'est pas très élégant. Monsieur Blandin fait partie de ma liste. J'ai été élu de façon démocratique. Je suis à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe depuis le 22 novembre, qu'on le veuille ou pas. Monsieur Blandin, certainement, je sais qu'il a fait une conférence de presse où il demande mon départ. Il y a eu des élections. Effectivement, elle est contestée. Les tribunaux sont là pour ça. La Cour d'appel est là pour juger définitivement la décision du tribunal. Je suis en place, je suis sereinement en place et je demande à monsieur Blandin de ne pas oublier qu'il fait partie de notre liste. Quelle est son ambition? Ou quelle serait son ambition selon vous? Je ne sais pas. En tout cas, Colette Coury, on peut le dire ainsi, est venue à votre secours. Elle a qualifié son attitude d'immorale, celle de Bruno Blandin. Est-ce que ce n'est pas finalement assez embarrassant d'avoir à dos le patron des patrons qui représente près de 500 entreprises guadeloupéennes pour démarrer à la tête de la CCI? Je suis élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe. Je suis élu par des ressortissants. Je représente toutes les entreprises de Guadeloupe, qu'elles soient moyennes, petites
ou grandes. Et n'oubliez pas, le tissu économique de la Guadeloupe, à 90%, représente les très petites entreprises. Vous savez, dans les communes, dans les sections, les petits commerçants. Je représente aussi cela. Je représente les grosses entreprises. J'en fais partie moi-même d'une grosse entreprise. Je représente les grandes entreprises. Je représente les moyennes, mais surtout les petites. Sachez que ce sont les petites qui créent l'emploi. Enfin, Bruno Blandin pèse aussi également sur l'économie guadeloupéenne. Est-ce qu'il ne serait pas préférable, lorsqu'on voit toutes ces divisions intestines, de réorganiser ce scrutin, de sorte en tout cas à rétablir de façade, une unité au niveau du patronat local? Non, le scrutin a eu lieu, l'élection a eu lieu. Je suis le président de la Chambre. Je demande à tout un, chacun, à ceux qui veulent travailler, et je fais un appel à M. Blandin. Il doit me rejoindre pour travailler avec moi. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a eu d'autres, justement, il y a eu d'autres opposants. Je pense à Mme Pompilius, à M. Forbin. D'ailleurs, tout est parti d'eux. Hein. Ce scrutin a été invalidé grâce bien sûr. Mais là, M. Blandin faisait partie de ma liste. Les deux personnes que vous me citez, les deux noms que vous me citez, ce sont des opposants qui n'ont pas eu gain de cause. Votre liste a été aujourd'hui a été invalidée par le tribunal administratif de Bataille. Est-ce qu'il ne serait pas finalement plus judicieux d'accepter cette décision et de refaire les élections? Non. Mais je ne fais que respecter le droit. Vous savez, quand vous allez en première instance, vous allez devant un tribunal administratif, vous avez la possibilité d'aller en appel. Je ne fais que ça. C'est comme vous l'aurez fait en matière civile, moi je le fais en matière administrative qui concerne la Chambre. Alors, Rina Gapa, il y a quand même quelque chose d'inquiétant, c'est que dans une même famille au niveau économique, vous n'arrivez pas à vous entendre. Que deviennent les entreprises guadeloupéennes qui dépendent de la CCI pendant ce temps? Moi, je travaille pour toutes les entreprises guadeloupéennes. Sachez que toutes les entreprises guadeloupéennes ont besoin de la Chambre de commerce, comme la Chambre de commerce a besoin de ces entreprises. Ces entreprises ont leur place à la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre. Je dirige cette chambre depuis le 29 novembre. Vous avez encore du mal à la diriger? Non, pourquoi vous dites ça? En tout cas, votre poste n'est pas légitimé par bon nombre. Enfin, il n'est pas légitimé par un petit groupuscule, mais non. Les débuts sont assez difficiles. Le tribunal, la Cour d'appel de Bordeaux va régler le problème définitivement. Oui, il faut rappeler que vous avez fait appel justement à la Cour d'appel administrative de Bordeaux pour légitimer ce scrutin. Et si, dans un scénario où il vous donnerait tort, si cette Cour vous donnait tort, qu'adviendrait-il? Si la Cour administrative de Bordeaux confirme la décision du tribunal administratif de la Guadeloupe, eh bien, le préfet aura 2 mois pour réorganiser les élections. Nous repartirons en élection. Mais je ne suis vraiment très serein pour vous dire que le droit va être dit. Le droit va être dit et confirmé par la Cour d'appel de Bordeaux. Et qu'en est-il de l'influence de Colette Coury au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe? On a le sentiment qu'elle est encore là. Non. Mme Coury a dirigé la Chambre pendant 12 ans. C'est elle qui vous défend aujourd'hui. Mme Coury a dirigé la Chambre pendant 12 ans. Mme Coury a fait un travail excellent au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Je vais continuer ce travail. Je vais le continuer. Madame Coury, est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est un tort d'être soutenu par Madame Coury alors qu'elle a réussi? Elle a réussi à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe. Est-ce que vous allez réussir, en tout cas, à vous émanciper de son influence? Mais il n'y a pas d'influence, il n'y a vraiment pas d'influence. Merci Henri Nagapin d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. C'est une période d'accalmie, en tout cas dans le conflit qui oppose Jocelyn Sapetit, le maire du Lamentin, et également président de la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre au syndicat UTC-UGTG, comme vous devez le savoir. Après avoir réglé à date différée leurs différends sur ce plateau, ils ont décidé de rouvrir les négociations ce vendredi. On fait le point ce soir avec Karen Diama. Si le conflit qui oppose l'UGTG à Jocelyn Sapetit prend des allures de revendications personnelles, selon ce dernier, le syndicat, lui, entend poursuivre son action première. Nous avons un protocole que nous signé le 7 novembre 2013, nous avons un deuxième que nous signé le 16 décembre 2010, nous avons un troisième que nous signé le 7 avril 2015, nous avons un quatrième que nous signé le 30 avril 2015, nous avons des points que nous signés depuis grève là, le 25 janvier 2017 et nous voyons préavis de cap en grève le 6 février 2017. C'est beaucoup plus important et plus intéressant pour la population qui a gardé aujourd'hui là dans le mouvement, qui a lieu ou dénigrer le mouvement là par rapport à certains agents. Concernant les tickets restaurants, le syndicat campe sur ses positions lorsque le président affirme être pieds et poings liés.
Ça c'est problème et chambre des comptes. La chambre des comptes pas à aligné, mais la chambre des comptes pas à l'on puisse d'acheter une machine à 180 000 euros, il garer l'année au moins 2 ans. Des gars au moins 35 000 euros, des payés vigiles et des payés moun pour faire des affaires. Alors nous avons respecté les travailleurs, nous avons fait la revendication à personnel. Condamné par le tribunal administratif à libérer tous les accès de la CANBT, là encore, le syndicat campe sur ses positions. Nous n'avons pas pour habitude à ouvrir rien. Ça veut dire que si vous voulez mettre en place un service minimum, nous allons mettre en place. Nous allons mettre en place pour négocier, mais nous n'avons pas à ramasser palette, ramasser à rien bas Sapoti. Sapoti qui vient ici là, et qui est signé à là en tant que président à CANBT, les legs qui arrivent, nous attendons. La reprise des négociations est prévue pour vendredi prochain. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Résistance des habitants à Grand-Bay du Gosier. Et puis vos avis sur cette expropriation à venir. Et enfin, découverte d'un personnage haut en couleur, Robert, la doyenne du sorbet à Sainte-Anne. Mais avant, ouvrons une page sur cette colère qui grandit dans le quartier de Grand-Bay à Gosier. Depuis le début de la semaine, les habitants de ce quartier, connu également pour être un haut lieu de la prostitution, manifestent tous les soirs aux abords de la Nationale, pancarte à la main pour dire non au projet d'aménagement prévu par la municipalité. Gros plan sur ce programme nommé Grand-Bay demain avec Loïs Ignace et Moïse Dexter. La municipalité du Gosier envisage de réaménager et réhabiliter le quartier de Grand-Bay, situé à l'entrée de la ville. Ce projet de valorisation du littoral gosérien nécessite la destruction des habitations. Ce quartier où règne la prostitution est classé en zone RHI. Sur les 339 habitants concernés, la moitié a été relogée dans les résidences. Actuellement, 115 familles vivent à Grand-Bay, dont certaines depuis plusieurs générations. Ces familles refusent de quitter leur maison pour être relogées dans des appartements. Des études de vulnérabilité ont été réalisées il y a 4 ans et révèlent, selon la municipalité, une certaine fragilité de Grand-Bay, notamment en cas de risques naturels tels que le tsunami, séisme et inondation. La ville du Gosier a également eu recours à la DUP, la déclaration d'utilité publique. Cette procédure d'acquisition foncière permet la réalisation d'un projet d'intérêt général, une procédure qui débouche sur une opération d'aménagement pour cause d'utilité publique. À travers ce projet, la ville du Gosier compte embellir Grand-Bay et rendre attractive l'entrée de la ville en installant une base nautique, un parc paysager, une plaine de jeux et l'installation de commerces. Ce projet pharaonique date de plusieurs années, mais selon la population, il règne un manque de communication et de transparence. Et ce projet suscite de nombreuses réactions. Certains y voient un moyen pour en finir avec la prostitution qui sévit dans ce quartier. Que pensez-vous de la décision de la municipalité d'expulser les familles de Grand-Bay? Loïs Ignace et Moïse Dexter, vous entendez le micro, on vous écoute. Je ne pense pas que ça soit vraiment une expulsion, c'est quelque chose de prévu de longue date. Alors expulsion, le mot est un peu fort, disons que ce qui me gêne moi, c'est que c'est un projet qui a 23 ans. Entre-temps, le monde a évolué. C'est eux qui avouent que ça est bon à Grand-Bay, ça n'est pas bon à Grand-Bay. Peut-être ça qui porte en plus aussi, ça qui peut-être porter des emplois aussi. Monsieur a dit ça parce qu'il y a une raison. Alors c'est ça, veut comprendre pour quelle raison, pourquoi il y a expulsé là. Je ne savais pas, il y avait tout ça de monde qui logeait là parce que la Seine-Samar a décidé de loger 335 personnes qui sont en règle là. Et je pense que là, c'est une très bonne décision. Et ceux qui ne sont pas en règle, pourquoi pas, les relogeants, on va les expulser, mais on les relogeant. Si on a l'idée, retirer la famille, chercher un côté pour y mettre. Moi, si j'avais vraiment mon logement pour me déloger là, ben, ce serait vraiment difficile. Hein. Moi, je n'aurais pas supporté. Ça, c'est un dépaysement, vous voyez. Ben, c'est qu'ils ont peut-être construit leur maison. C'est pas facile pour eux. Et puis après, c'est les conditions aussi du maire aussi, après qu'est-ce qu'il propose. Au niveau de la valeur humaine, au niveau des repères, donc c'est vraiment inadmissible. Donc on les concerte pas, on veut les déraciner et puis les expulser de leur environnement. Donc maintenant, savoir si c'est humain, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer à côté, si c'est mieux, mais il y a quand même une question de valeur aussi avant tout. C'est pour leur vie, hein. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est pour, si jamais il y a un problème de tsunami ou de mer, pour préserver la vie de ces personnes-là. Donc ça peut être une bonne chose. Ça bien parce qu'il porte en plus. Et ça mal, bon, ça qui porte en propreté, ça qui porte en notre vue de Grand-Bay, parce que bon, je connais le système là. Tout déjà ça peut-être passer à Grand-Bay, ouais. Grand-Bay qui est notre image. Ah non, mais je trouve ça un petit peu très dur, quoi.
parce que les gens, ils ont déjà installé. Donc là, pour trouver une autre abri pour habiter, là, donc c'est un peu difficile. Et là, ils sont en train de souffrir. Là. Il m'a rabattu ses feuilles aux feuilles. Si ça travaille plus au feuilles, mais il faut faire dans bonnes conditions. À la base, Grand-Bay, c'est une zone où il faut enlever du sable pour faire une marina. Donc ça, à mon sens, ça pose une autre problématique. Au-delà des statuts, du littoral, etc. C'est juste pour une question pratique. Je trouve que ça reste un endroit qui est compliqué. Et la Caraïbe anglophone de plus en plus accessible aux Antillais. La compagnie Air Antilles-Express a inauguré hier un vol direct à destination de la Barbade depuis la Guadeloupe et la Martinique. Elle proposera dorénavant 3 vols par semaine vers cette destination. Reportage Guillaume Bacoul. Nouvel appareil pour nouvelle destination. C'est à bord d'un ATR flambant neuf que la compagnie aérienne Interrégional Express propose désormais de rejoindre la Barbade au départ de la Martinique et de la Guadeloupe. Destination touristique, connue notamment pour ses spots de surf, la Côte d'Or s'offre désormais aux visiteurs antillais à raison de 3 rotations semaine et à partir de 79 € l'aller simple. Une liaison qui rentre pleinement dans la logique de la compagnie qui a ouvert 10 lignes caribéennes ces dernières années. Vous avez souvent entendu parler des difficultés de voyager dans la Caraïbe. Pourquoi? Parce que l'offre des différentes compagnies n'est pas suffisante ou elle n'est pas complémentaire, etc. Notre volonté, c'est d'offrir avec les autres opérateurs des offres qui soient complémentaires et qui permettent de mieux voyager en termes de jours, de desserts. Le but est au travers de partenariats Interline ou Codeshare qui permettent d'utiliser, de faire un aller sur une compagnie et un retour sur une autre. Ça, c'est notre objectif. On n'en est pas encore là, mais c'est ce que nous voulons réaliser. Si côté martiniquais, on table sur une clientèle orientée tourisme, côté barbadien, cette nouvelle liaison devrait ouvrir des perspectives économiques. It opens up our tourism. Cela nous offre de nouvelles possibilités en matière de tourisme, nous donne l'opportunité de développer les relations économiques vers le marché français, mais nous permettra aussi d'avoir des visiteurs guadeloupéens et martiniquais, car on en avait déjà un peu, mais cela a toujours été compliqué pour eux de venir jusqu'ici. La Barbade était déjà accessible via la LIAT, mais pour les voyagistes présents lors de ce vol inaugural, l'arrivée d'une compagnie française sur ce marché est une bonne nouvelle pour les consommateurs. C'est une excellente chose parce que par le passé, nous avions énormément de relations avec la Barbade, nous avions des vols tous les jours, nous avions énormément d'échanges entre les jeunes, les étudiants, les périodes de vacances. Il y a des possibilités de connexion à la Barbade pour des avions que nous n'avons pas au départ d'ici, etc. Il faut qu'on remette ces lignes. Vous savez, on est une espèce de ghetto. Hein. Je vous prends un exemple typique. Si vous voulez aller en Amérique du Sud, faites une petite enquête, vous les 3 journalistes, pour voir comment on fait pour aller en Amérique du Sud au départ de la Martinique et vous allez rigoler. Alors qu'on est à 50 minutes du Venezuela. Toujours dans cette logique d'ouverture vers la Caraïbe, la compagnie prévoit d'ouvrir 2 nouvelles lignes sur le marché intra-caribéen, Dominique-Saint-Martin et Saint-Martin-San Juan. Peut-on lancer sa start-up quand on est un jeune ultramarin? En dehors des problèmes financiers auxquels tout entrepreneur est confronté, un des principaux freins de la communauté serait lié au manque de modèles de réussite dans ce secteur. C'est en tout cas le constat du collectif Start-up Outre-mer. Il s'est réuni hier soir dans un théâtre parisien. Autocensure ou manque d'ambition, l'objectif de cette soirée ponctuée d'intervenants connus était de remotiver une relève en quête d'exemples à suivre. Reportage Éric Dupuis. Des regards concentrés, des oreilles attentives, ces jeunes pleins d'ambition sont ici pour trouver des références, des exemples de réussite. C'est qu'on manque de modèles de réussite aux Antilles et on se dit tout simplement que c'est pas pour nous finalement, puisqu'on n'a personne à travers lequel on peut se représenter et nous donner cette envie d'aller plus loin. Mathieu anime un réseau d'entrepreneurs. Au moment de monter sa société, ce jeune Guadeloupéen a fait face à une gêne particulière, une sorte d'autocensure qui, selon lui, est propre aux Antillais. Le caractère insulaire de nos origines, parfois, tend à nous faire penser, à nous laisser penser plutôt que nos idées sont moins bien que celles des autres, alors que pourtant elles sont tout aussi bien et au contraire, on a tout à prouver, tout à faire, tout à réaliser. Lui a déjà réalisé pas mal de choses dans le monde digital. Et à seulement 24 ans, l'humoriste martiniquais est devenu un modèle pour toute une génération. Trouver des gens qui ont des parcours, tu vois,
comme toi et comme tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est toujours, tu vois, c'est rassurant. Parce que maintenant tu dis enfin je suis pas tout seul. Moi quand on me dit que mon expérience et ma réussite c'est un modèle pour les autres, j'en suis content et j'espère vraiment que ça pourra en inspirer d'autres. Okay. Et qui est-ce qui vient ce soir du coup, tu m'as dit? Fédérer le réseau pour le renforcer, c'est l'objectif de ce Lamantinois qui est à l'origine de la soirée. Et pour faire tomber les barrières des jeunes entrepreneurs ultramarins, il veut même aller plus loin. Le but ultime, en effet, c'est de pouvoir créer un label qu'on pourrait comparer par exemple à la French Tech aujourd'hui, qui a une rayonnance mondiale, mais en tout cas avoir ce label Startup Outre-mer qui mettrait en avant justement toutes les startups, qu'elles soient en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion. Ce label permettra déjà aux entrepreneurs de mieux échanger entre eux et d'ainsi passer outre le manque de modèles, d'ambition, voire l'autocensure. Et son parcours peut être également une source d'inspiration. Vous l'avez sûrement déjà croisé, voire dégusté son sorbet coco. Jean-Robert Inteke, la reine du sorbet à Sainte-Anne. Depuis 1980, elle fait connaître cette spécialité locale aux visiteurs du monde entier. Portrait de ce personnage haut en couleur avec Linda Kayarzi. En 37 ans, la réputation de Jean-Robert Inteke n'est plus à faire. Et pas ni on ni pas connaître dans le monde entier. Ni pas connaître ni paie pour avion ou bien paie pour bateau ou bien si on pas prendre ni avion ni bateau venir à la nage retrouver là quand même. En debout la piquant depuis 37 ans. Et 37 ans là c'est depuis l'âge qu'il y a 4 professionnels en moins. Moi déjà là avant 104 professionnels qui a essayé de jobber contre tout le monde et après on fait de ça métier moi depuis la nuit des temps et encore fier. Un savoir-faire et une personnalité bien trempée qui a suscité la curiosité de nombreux médias, mais surtout des touristes. Ils succombent, tous au réel sorbet coco ou exotique. Après qu'ils achètent un pot de sorbet en boutique, mettent à madame Wadin et viennent sur place tourner, faire les pantalons devant moi. Non, sorbet coco, son sorbet d'être traité avec coco râpé et préparer sorbet pour manger un authentique sorbet coco, un réel sorbet coco. Tout le monde parler de sorbet coco, mais sorbet coco là, c'est la voyenne à Sainte-Anne qui a fait du sorbet coco réel. Dis c'est mon assez triché, fais bon butin pour mon envie, pour un avion, viens manger un sorbet coco et retourner. À chaque dégustation, une photo en guise de remerciement. Avec les années, la doyenne du réel sorbet coco les exhibe comme des trophées, des souvenirs qui aident la marchande à exercer son métier avec passion. Ça va bien on marcher, fort ponctuel. Qui bon temps, qui mauvais temps, fort de bout là. Et même si on bastait, on dit bon, on sait où on va manger un sorbet. Il y a mais il pleut, peut-être la personne n'est pas là. Non. Pas parce qu'il y a un patron pour pas venir à l'air ou pas là, je dois venir nous venir après des mots pas venir. Non, c'est pas comme ça. Respectez les gens et les gens vous respectent. Faut être positif dans la tête. Là où ça a un problème, on va prendre les vents bas matelas, on va fouer problème bas matelas là, on va fouer les en l'air, on va passer au travail et mettre tête positif en tête. Et depuis positif tout va. Une rigueur au travail qui permet à Jean-Robert de fidéliser sa clientèle sur la plage de Sainte-Anne. Et certainement pour des décennies encore. En tout cas, on le lui souhaite. C'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. L'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'Hypercasino des Marais de Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais l'information continue sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes avec Eddie Planté. Restez avec nous.